Je suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Guillon et nous sommes toutes les deux vétérinaires, consultantes en médecine du comportement. Bienvenue dans Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. Bon, aujourd'hui, je vais un peu casser un mythe, mais non, mes animaux ne sont pas parfaits. L'autre jour, mon plus vieux chat a fait pipi sur le lit, sous mes yeux. J'ai bien compris qu'il faisait ça juste pour m'inspirer un épisode sur la malpropreté chez le chat. Oh là là, tu vas pouvoir mettre sa photo sur Instagram pour faire du name and shame et puis surtout montrer à tout le monde comme il est mignon. Non mais en vrai, tu sais ce qu'il lui a pris ? On va dire que les litières avaient été un petit peu négligées. Et pour tout dire, c'est un peu ce chat qui m'a fait me tourner vers la médecine du comportement il y a longtemps parce qu'il a toujours eu tendance à faire pipi ailleurs que dans la litière. Lui, il est très clair, il lui faut une litière propre, ouverte et faut pas trop avoir à la partager avec les autres quand même. Il t'a bien éduqué celui-là. En tout cas, c'est une bonne idée de parler de la malpropreté chez le chat. C'est un domaine où on entend plein d'idées reçues et où les humains ont beaucoup de réactions inappropriées. Oui, par exemple, souvent on entend dire que le chat est malpropre parce qu'il marque son territoire. Ah oui, alors que la notion de territoire n'est pas vraiment prouvée chez le chat. Et non, on en a parlé dans le tout premier épisode de Vétologie, mais la définition de territoire en éthologie, c'est quelque chose de complexe. Une méta-étude publiée en 1995 a constaté qu'il n'y avait pas moins de 48 définitions du terme. En gros, le consensus, c'est que le territoire, c'est une portion du domaine vital, ou sa totalité, qui est défendue à ses limites et proclamée, et occupée exclusivement par l'animal ou le groupe qu'il proclame. Par exemple, l'animal va patrouiller autour du territoire et en marquer les contours. Certains oiseaux, comme la grive musicienne, le loriot d'Europe ou le rouge-gorge, font le tour de leur territoire en chantant. Côté mammifère, c'est moins glamour, mais la hyène tachetée a également ce comportement de patrouille et elle marque son territoire en émettant des sécrétions des glandes anales. Et ce qui est important avec ce comportement de la hyène, justement, c'est que si une hyène d'un autre groupe sent ces sécrétions, son comportement va être immédiatement de faire demi-tour. Et si par malheur, deux hyènes se croisent aux bornes de leur territoire respectif, il y aura conflit. Ça ne peut arriver qu'aux bornes parce que les autres groupes ne vont pas rentrer sur le territoire du groupe qui a proclamé le territoire. Globalement, une fois de plus, la logique de sélection naturelle veut que les conflits soient évités le plus possible, et donc que les hyènes ne rentrent pas sur les territoires des autres. Et si on applique ça au chat, déjà, il n'y a pas vraiment de preuve d'exclusivité d'une portion du domaine vital. Dans les études qui sont faites sur les colonies de chats errants, on constate plutôt que les domaines vitaux de différents chats se recoupent. Bien sûr, ça ne veut pas dire que les rencontres sont toujours amicales. On a tous déjà vu des chats qui ne se connaissent pas se battre au milieu du jardin, mais ce ne sont pas des conflits territoriaux à proprement parler. Par contre, le comportement de marquage urinaire existe bel et bien. Il est différent de la miction classique. Au cours d'une miction, le chat va s'accroupir, s'asseoir sur une surface plutôt absorbante, horizontale, et ensuite il va recouvrir sa miction. Alors qu'à l'inverse, quand il marque, le chat reste debout, il a la queue droite, la tête un peu rentrée dans les épaules, et il émet un jet d'urine sur une surface verticale et pas forcément absorbante, comme un buisson ou un mur. Et surtout, il ne recouvre pas ensuite. Mais le fait qu'il existe un marquage ne veut pas dire qu'il est forcément territorial. D'ailleurs, quand un chat sent le marquage d'un autre, son réflexe n'est pas de partir en courant dans l'autre sens. Au contraire, il va longuement renifler, parfois avoir le comportement de flémène dont on parlait dans l'épisode sur les phéromones, et éventuellement, ensuite, il va recouvrir avec sa propre urine. Donc ça ne correspond pas du tout à un comportement territorial. C'est la même chose d'ailleurs pour les autres comportements dits de marquage. Un chat qui se frotte les joues ou griffe les arbres, ou d'ailleurs les tapisseries, ne le fait pas pour marquer son territoire. Tous ces comportements ont sans aucun doute des fonctions de communication, mais pas de fonction territoriale démontrée. Et ce comportement de marquage, malheureusement pour vos murs, les chats peuvent l'avoir dans la maison. Il est favorisé par la présence de nombreux autres chats, ce qui est plutôt logique puisqu'il s'agit de communiquer avec les autres. Il est également favorisé par un accès à l'extérieur et un tempérament anxieux. Et bien sûr, la stérilisation diminue ce comportement de marquage, parce que vraisemblablement, il a également une fonction sexuelle. Et en disant tout ça, je repense bien sûr à ce petit chat du voisinage pas castré qui cherche à rentrer chez moi régulièrement et qui a tendance à marquer à l'intérieur de mon appartement. Il coche toutes les cases dont on vient de parler. On pense qu'il y a aussi une composante génétique au marquage. En gros, si un chat marque, sa descendance risque de marquer aussi. Ça peut être intéressant de ne pas forcément garder cela pour la reproduction, parce qu'un chat qui marque, ça fait pas forcément un très bon chat de compagnie quand même.
Bah oui, disons que les humains peuvent ne pas être très tolérants de ce genre de comportement, effectivement. Bon, tout ça pour dire qu'un chat qui fait pipi sur le lit, il ne le fait pas pour marquer. C'est une surface horizontale, absorbante, et donc ça correspond pas du tout au comportement de marquage. Non, là, c'est bien de miction dont il s'agit. Et la miction, vous vous en doutez, c'est aussi un comportement normal et nécessaire. Et on l'a dit, les chats vont préférer utiliser une surface absorbante pour cela. Ils aiment éliminer dans un endroit propre. Et il n'y a rien de plus absorbant qu'une couette. En général, c'est quelque chose que les humains nettoient super rapidement, donc on peut vite retourner uriner dans une litière super propre. Donc un chat qui fait pipi sur la couette, il fait ça ni pour vous embêter, ni pour asseoir sa dominance sur vous, ni pour marquer que vous êtes à lui. Non, il le fait parce que c'est une litière efficace qui correspond à ses attentes et qu'il n'a pas trouvé mieux. C'est l'endroit qui lui semble le plus confortable pour uriner. Il n'y a pas de message caché qu'il cherche à vous faire passer. La conséquence de ça, c'est que c'est à nous, humains, de trouver un endroit qui lui paraîtra mieux à lui aussi. Il faut donc aller explorer 2 choses. Déjà, est-ce que ce chat a associé la litière à quelque chose de désagréable ? Et ensuite, qu'est-ce qui ne convient pas dans les litières ? Pour le premier point, la première possibilité extrêmement importante et à ne pas négliger, c'est celle d'une douleur. Le chat peut avoir eu mal en urinant et avoir associé la litière à cette douleur. Il est donc fondamental, en cas de malpropreté récurrente chez un chat, d'aller consulter votre vétérinaire pour objectiver cette douleur. Les chats font facilement des cristaux et des calculs urinaires, mais peuvent aussi, même si c'est plus rare, souffrir d'infections urinaires. Autre possibilité, un chat arthrosique peut trouver difficile de lever les pattes pour entrer dans le bac s'il est un peu haut pour lui. Le chat peut aussi se souvenir avoir eu peur alors qu'il était dans la litière. Par exemple, s'il a entendu un grand bruit soudain alors qu'il s'y trouvait. Il peut avoir peur que cela se reproduise à nouveau. Et il ne faut pas oublier que dans la nature, les chats peuvent être des proies et que c'est important pour eux d'avoir un environnement sécurisant. Il peut aussi tout simplement associer la litière à un événement désagréable qui survient de manière récurrente. Par exemple, si la litière est fermée et possède une trappe, la trappe peut venir taper sur le chat à chaque fois qu'il entre et sort, et ça peut suffire à rendre la litière aversive pour le chat. Autre possibilité, certains chats adorent coincer les autres à la sortie de la litière et leur instinct de prédation est éveillé lorsqu'ils entendent un chat gratter. Donc, si le chat apprend qu'il se fait sauter dessus chaque fois qu'il sort de la litière, il va peut-être trouver pertinent de ne plus y entrer du tout. Et dernière possibilité, c'est que la litière ne convienne tout simplement pas. Mathilde a évoqué le cas de la porte qui vient taper sur le chat, mais il y en a d'autres. La litière peut être trop peu nettoyée, par exemple. Pour bien faire, l'idéal est d'utiliser une litière agglomérante, permettant de retirer les urines et les selles au minimum 1 fois par jour, et de vider intégralement le bac toutes les semaines. Si Laure vous parle de litière agglomérante, c'est que les autres litières ne permettent pas de retirer les urines et donc elles gardent très bien l'odeur d'urine. C'est pas très agréable. Les chats préfèrent aussi généralement faire leurs urines et leurs selles dans des endroits séparés, donc il est préférable d'avoir au moins 2 litières pour un chat. Et ce nombre doit augmenter chaque fois qu'un chat se rajoute. On lit souvent qu'il faut avoir 1 litière de plus que le nombre de chats. Bon, ce chiffre n'a jamais été démontré, mais c'est en tout cas un nombre raisonnable de litières à avoir. Enfin, parfois, il faut regarder aussi du côté de l'emplacement. La litière est peut-être trop peu accessible ou dans un lieu trop bruyant ou agité. Bref, il y a vraiment plein de possibilités. Et parfois, c'est une vraie enquête de police de comprendre ce qui ne convient pas au chat. Une chose est sûre, s'il utilise une autre litière que celle que vous lui proposez, c'est que ce que vous lui offrez n'est pas assez bien pour lui. Le mot de la fin, et il est très important, c'est que surtout, il ne faut pas punir un chat malpropre. Oui, c'est très frustrant de laver sa couette tous les jours, mais le chat qui urine ailleurs que dans sa litière le fait parce qu'il ne sait pas comment faire autrement. Si vous ne le prenez pas sur le fait, il est complètement inutile d'aller lui mettre le nez dedans. Il est incapable d'associer ce geste à ce qu'il a fait quelques heures plus tôt. Si vous le prenez sur le fait, vous pouvez éventuellement détourner son attention si vous le voyez se préparer à uriner, mais si c'est déjà en cours, c'est trop tard. Faire peur à votre chat va considérablement dégrader votre relation avec lui, et si le problème de litière ou de douleur n'est pas résolu, vous n'améliorerez pas la situation. Donc, en résumé, il faut distinguer miction vraie et marquage. Dans le premier cas, il sera important de s'assurer que le chat n'est pas mal, puis aller voir ce qui ne va pas dans la litière. Dans le second cas, c'est un comportement normal de chat, majoré par l'anxiété et par la présence des congénères. Il faut donc agir sur ces facteurs et là encore, ne pas punir le chat. On espère que cet épisode vous a aidé à comprendre votre chat. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur Instagram ou par mail à vetologie.podcast@gmail.com et à partager l'épisode bien sûr. À très bientôt dans Vetologie. Et abonnez-vous!